bienvenue dans votre nouvel épisode de Flair. On a décidé de coproduire avec BPI France dans le but de pouvoir faire découvrir des entrepreneurs, des artistes. On transforme les déchets de l'industrie agroalimentaire d'hier en ingrédients de demain. Donc ce qui va éviter que votre véhicule électrique prenne feu spontanément. Il faut également intégrer l'innovation. Elle n'est pas assez présente aujourd'hui dans les nouveaux ateliers. Pourquoi pas faire des lunettes infrarouges qui me permettraient éventuellement de repérer les personnes avec une odeur corporelle douteuse. L'industrie, elle est partout. Ça, c'est de l'industrie, ça, c'est de l'industrie. Par exemple, on parle de l'IA. Moi, dans la menuiserie, l'IA va arriver demain. On va essayer d'aller chercher ces profils-là pour, voilà, entre guillemets, de jeunes qui parlent aux jeunes. Parce que forcément, il y a ce côté, on a le même langage. Vous vous digitalisez, vous vous mettez dans la com, etc. Je trouve ça super courageux. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans votre nouvel épisode de Flair. Je suis très content de vous retrouver autour de cette table. On a des chroniqueurs et des entrepreneurs qui vont jouer le jeu de chroniqueur aujourd'hui d'exception. On va parler d'une thématique hyper intéressante, on va parler des industries. Mais juste avant de vous présenter, je vais rappeler pour les personnes qui vont découvrir ce premier épisode potentiellement ce qu'est Flair. Flair, c'est un talk show pour entrepreneurs qu'on a décidé de coproduire avec BPI France et avec Com, mon agence de production de contenu créatif. On accompagne plein de clients dans la conception de contenu créatif comme ce plateau. Et avec BPI France, on avait vraiment envie de pouvoir mettre en avant l'entrepreneuriat, faire venir des chroniqueurs d'exception, faire découvrir des entrepreneurs que vous allez voir par la suite, parler d'actualité, etc. Est-ce que vous êtes chaud déjà? Carrément chaud. Est-ce que toi... C'est déjà un petit... Bah moi tu le sens que j'en pouvais plus. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner, c'est hyper important pour pouvoir vraiment mettre en lumière ce beau format. On va commencer le tour de table avec à ma droite, un tonnerre d'applaudissements s'il vous plaît, Laurent Ducrot. Laurent Ducrot, tu es le CEO des ateliers Ducrot. Tu as suivi une formation de menuisier bois, puis tu as été conducteur de travaux dans le cadre d'une alternance que tu as faite au sein de ton entreprise familiale, que tu as finalement rachetée en 2025. En 2007, tu as décidé de créer une unité de production de menuiserie aluminium, ce qui fait qu'en 2015, ça devient les ateliers Ducrot. Et depuis, tu as une croissance folle. Comment tu vas, mon Laurent? Et je vais très bien. Et toi? Eh bien écoute, très bien. Est-ce que tu es content du temps parisien? Est-ce que tu nous viens de Montpellier? Oui. Aujourd'hui, ça va encore. Aujourd'hui, du soleil, tu es plutôt bien. Ça va. Bon, quelles sont les actus? Bah, écoute, le projet d'agrandissement avance bien, on a beaucoup de travail, donc pour l'instant tout va bien, on est en plein recrutement, on a une dizaine de recrutements en vue. Trop bien. Donc tout va très bien. Aujourd'hui, il faut juste arriver à gérer le travail qu'on a en ce moment. Bon, bah, c'est plutôt un bon problème, ça veut dire que ça charbonne bien. C'est exactement ça. Et à ta gauche et à ma droite, du coup, Karine Da Silva. Karine Da Silva, que je connais un petit peu. Fondatrice et présidente de Georges. Donc Georges, tu es une entreprise spécialisée dans l'entretien des vêtements professionnels et EPI. Tu as lancé la boîte en 2017, tu as créé Georges. Ton atout, c'est clairement que tu mises sur l'innovation et le digital, surtout dans un secteur industriel qui est un petit peu poussiéreux, donc on va s'en parler aujourd'hui. Et après 6 ans d'existence, tu as déjà plus de 40 clients, tu as une croissance constante. Et Karine, pour celles et ceux qui ne la connaissent pas encore, un petit grain de folie. Est-ce que c'est une bonne description? C'est pas mal. C'est bien? Oui, je valide. Bon, j'assume tout, en tout cas. Est-ce qu'on est sûr? Oui, Quels sont les actus? En projet, peut-être 2 ouvertures prochaines de nouveaux sites de production. On en a 7 en France et on est en train de partir vers 9, 10. On ne sait pas trop bien encore, mais enfin, on étudie sérieusement. De l'IA. Tu parlais de technologie, d'innovation, l'IA aussi qui va transformer nos métiers. Et puis aussi des recrutements, toujours, parce que voilà, plus d'ouverture égale plus de personnes. Parce qu'on parle de l'IA, mais il faut quand même garder de l'humain. Dans l'industrie, il y a les deux. Mais ça va être intéressant de parler de l'IA sur cet épisode, parce qu'en règle générale, l'industrie de l'IA, ce n'est pas forcément le premier réflexe qu'on a, donc on en parlera. Mais oui, donc recrutement en ce moment. Et puis quelques projets de communication. dont on est sur les clous en ce moment. Ok, merci beaucoup Karine. Je continue mon tour de table avec Marion Garcia. Marion Garcia, j'adore, cofondatrice et directrice du média lyonnais Les Meufs de l'Industrie que tu as lancé en 2022. Ton objectif, c'est clairement de démystifier l'industrie et encore plus de mettre en avant les femmes de l'industrie qui manquent beaucoup. Tu es en pleine croissance, tu as une très belle communauté sur les réseaux sociaux. Je suis très contente de te recevoir. Tu viens de Lyon du coup? De Lyon. Tu as fait le déplacement spécialement? Absolument. Bon, et quelles sont les actus du coup du média? Bah écoute, là, une grosse rentrée, donc on est très contents. Beaucoup d'événements à venir, donc qu'on va couvrir. Ça va être super chouette. On va emmener notre communauté dans les différentes industries, les différentes possibilités d'usines, d'industries et leur montrer que c'est chouette. Trop bien. Et bah, écoute, ça me fait très plaisir d'être avec toi aujourd'hui et je termine ce tour de table avec, messieurs, dames, Nicolas Seneca.
Nicolas, tu es CEO de WeNS Business Club. Donc, c'est un réseau clairement de professionnels qui permet de pouvoir créer des solutions d'échange, de croissance, d'opportunités. Tu as une spécialisation, c'est clairement sur la formation et sur l'événementiel. Mais le but du club, c'est clairement de créer des synergies. Donc, je fais partie et sur lesquelles je peux valider. Ouais. Comment tu vas? En plus, là, tu m'as enlevé le mot de la bouche. Je suis tellement heureux en fait de t'accueillir chez moi. Et voilà. Et comme je t'ai dit, en fait, pour mon actu, je suis en train de monter 2 boîtes. Ouais, ok. Une boîte en fait de coaching sportif en entreprise. D'accord. Une autre boîte dans le conseil, dans le domaine de la santé. Ok. Ça, tous les entrepreneurs, ils n'arrivent jamais à rester focus En fait, sur une seule activité. J'ai mis beaucoup de temps à monter ma boîte. Ok. Et maintenant que je suis lancé. Je t'ai dit, vas-y, let's go, j'enchaîne. Ok. Et ben écoute, trop cool. Je suis hyper content, encore une fois, d'être avec vous. On va faire un petit tour de table pour parler d'un déclic, de votre déclic entrepreneurial. J'aimerais bien savoir quel a été le moment où vous vous êtes dit, voilà, j'ai envie d'entreprendre, j'ai envie de passer le pas. Je sais, et du parcours, que vous n'avez pas forcément été entrepreneur au tout début. On a un peu le cliché, j'ai l'impression, de se dire que tu nais entrepreneur ou tu ne l'es pas, en fait. Alors que finalement, dans certains des parcours qu'on a pu découvrir lors des épisodes Flair, on s'est rendu compte qu'il y a plein de personnes qui ont eu une première histoire, un premier parcours au niveau du salariat, qui se sont basculés sur de l'entrepreneuriat. Quel a été le déclic? Je vais commencer avec toi. Je fais le petit. Hop. Tu peux nous dire quel a été, toi, le moment où tu as eu ton déclic, Marion? Eh ben, je dirais que le déclic, ça a été d'avoir une opportunité, en fait. Ok. Je me suis pas dit, oui, je veux être dans l'entrepreneuriat. J'ai, on va dire, répondu oui à une proposition de créer les Meufs de l'Industrie officiellement, parce que le média a donc 2 ans et demi, mais on a officiellement créé la structure il y a 6 mois. Ok. Donc, chef d'entreprise depuis 6 mois. Ok. Et entrepreneur à ce moment-là, T'aimes ce... Sympa, Ouais. beaucoup de choses à gérer, mais... Sympa, on attend dans un an, on va voir comment. Il y aura quelques petites rides en plus. Non, mais c'est trop cool. Ok. Bon, bah écoute, génial. Et toi, Laurent, c'était quoi ton déclic? Moi, j'ai à peu près toujours voulu être entrepreneur parce que je suis dans une famille d'entrepreneurs depuis toujours. Mais le déclic, ça a été quand mon père a projeté de prendre sa retraite. J'étais dans l'entreprise et je me suis dit, bon, puisque j'y suis, on va essayer de la développer. Mon objectif, c'était vraiment d'avoir une grosse structure, enfin une grosse structure, moyenne structure, mais une jolie PME. Et c'est là que je me suis dit, bon, il faut y aller. On a des clients, on a plusieurs années devant nous de travail. Je ne peux pas laisser tomber ça. La vendre, ça... Parce que pour moi, l'industrie ne rapporte pas autant au niveau des exits que ça devrait. Ouais. Donc j'ai préféré dire, on va y aller, on va la monter encore plus haut. Et c'est ce que j'ai fait. Ça a vraiment été mon déclic, c'est quand mon père a dit, je vais prendre ma retraite. Là, il fallait faire quelque chose, on ne pouvait pas laisser partir cette société. Ok, il fallait que tu reprennes le flambeau. On reprend le flambeau, oui, mais mon objectif, ça a toujours été d'en faire quelque chose d'assez important. Okay. Et bon, je pense qu'on a à peu près réussi aujourd'hui. Pas trop mal, je crois. Mais c'était voilà, mon déclic a été là. Ok, trop cool. Mais je ne me destinais pas à ça. Ok, ouais, ça peut être demain, tu imagineras revendre potentiellement la structure, même pas potentiellement, la revendre et faire d'autres choses. Peut-être, je me refuse rien, mais le principe aujourd'hui, c'est quand même de la développer. Ok, écoute, trop cool. Et toi, Karine? Moi, c'était il y a longtemps déjà. Tu as commencé à entreprendre quand? J'avais 24 ans, 23 ans. Ça a été une rencontre. Je ne m'étais pas dit, voilà, je vais être entrepreneur, c'est un but dans ma vie. Non, c'est beaucoup de rencontres en fait. Et j'ai rencontré mon associé, mon premier associé, et qui m'a proposé un projet de création d'entreprise. Okay. Je me suis dit, bah, ça me plaît, et j'ai toujours eu envie de faire en tout cas, voilà, bâtir et de faire. Okay. Et ça a été le déclic, ça a été cette rencontre-là. Et puis maintenant, avec la deuxième boîte, c'est un empilage d'événements qui ont fait que j'ai switché, enfin j'ai changé de projet d'entreprise. Mais toujours avec l'idée de bâtir quelque chose. Ouais, je suis plus entrepreneur que chef d'entreprise. Je fais une vraie différence entre chef d'entreprise et entrepreneur. Et juste comme ça, c'est intéressant pour avoir le contexte quand tu prendras aussi la parole sur la thématique de l'industrie. Ta première boîte, c'était dans le milieu de l'industrie ou pas du tout? Cabinet de design spécialisé dans le vêtement de travail. Quand même, il y a une sorte d'histoire et de continuité. Mais c'était un cabinet de design, donc pas du tout la même chose qu'aujourd'hui, où là, vraiment, je suis dans l'industrie... On produit, quoi. Voilà, là, on est dans le dur, même si on produisait avant, mais pas du tout de la même manière. Ok, voilà. Trop cool. Et toi, Nico? Et moi, du coup, le 30 septembre, je quitte mon job dans la pub. Ok. Et le 1er octobre, je me réveille avec le sourire et je me dis, on va faire 2 trucs. On va perdre 30 kilos, on va monter une boîte. Et 5 mois après, la boîte était montée, j'avais perdu 32 kilos. 32 kilos perdus? Ouais. Ok, et ça a été, qu'est-ce qui a été le plus dur? Monter ta boîte ou perdre les 32 kilos? Les deux, en fait, je me suis conditionné sur les deux. Ok. C'est ce qui m'a fait avancer les deux. Ouais, on a fait un épisode dédié sur le sport. Ouais, et on en avait parlé. Ouais, absolument, qui montre à quel point les entrepreneurs et les sportifs ont cette ambition d'aller de l'avant. D'ailleurs, tu te rappelles, en fait, la première fois où on s'est rencontrés, c'était au Temple. Ouais.
Club de boxe incroyable. Voilà, on s'entraîne en fait dans le même club. Absolument. D'ailleurs, si j'enlève le maquillage, vous pouvez voir des cocards de partout. Maëlia, notre maquilleuse, a fait de la magie. Merci beaucoup pour avoir fait le petit tour de table sur le déclic. On va passer au prochain format, au premier format, qui est le format La Bonne Dose, générique. Dans ce format La Bonne Dose, on va parler d'actualité business, entrepreneuriale. On va faire une petite piqûre de rappel sur ce qui se passe en ce moment. Et on aime bien ici, sur Flair, le plateau Flair, de pouvoir le faire de manière humoristique. Et qui de mieux que Nathan Amram, le CEO de Moon AI, qui est une IA qui permet de décortiquer tous les contenus sur les réseaux sociaux pour comprendre les variables de l'engagement. Messieurs, dames, un tonnerre d'applaudissements pour Nathan Amram. Bonjour. Monsieur Amram. Monsieur Cardas. Comment allez-vous? Et vous-même? De quoi tu veux nous parler aujourd'hui? On va parler de l'industrie aujourd'hui. Je me dégage direct. Ok, c'est parti. Super. Alors aujourd'hui, l'industrie, ça devient vraiment un secteur de plus en plus attractif pour les entrepreneurs. Pour vous dire, c'est un domaine qui est passé de 38 000 à 63 000 boîtes montées entre 2019 et 2023 selon l'INSEE. Et pour être tout à fait honnête, ça n'a jamais vraiment été un secteur qui m'a vachement intéressé. Mais quand j'ai appris que c'est un secteur qui représentait 384 milliards d'euros de valeur ajoutée, et ben là, j'ai commencé à réfléchir à 2-3 idées. Et j'aimerais vous en partager quelques-unes aujourd'hui. D'abord, je pensais à pourquoi pas lancer une marque de t-shirt où il y avait marqué « Je suis un disrupteur ». Voilà, j'ai fait un petit tour sur LinkedIn. Je me suis dit, il doit y sûrement avoir un marché. La carte. Ah ouais, vraiment. LinkedIn, c'est sinon, je pensais à des parapluies pour chaussures. Voilà, moi étant de Marseille, maintenant je suis sur Paris. C'est la 93e paire de chaussures blanches que j'ai ruinée. J'ai l'impression vraiment qu'on joue tous à un jeu ici où le dernier à avoir des chaussures propres, sa boîte va partir en liquidation. Je pensais pourquoi pas faire des lunettes infrarouges qui me permettraient éventuellement de repérer les personnes dans le métro avec une odeur corporelle un petit peu douteuse pour vraiment essayer de me positionner le mieux possible dans la trame. Et ou même pourquoi pas à ce stade relancer la production de masques à gaz. Sinon, ma dernière idée, c'était d'éventuellement refaire des barres protéinées vegan, mais puis je me suis rappelé qu'on n'est plus en 2019. Alors bon, pour l'instant, j'ai toujours pas trouvé la bonne idée. Si vous avez des idées, donnez-les-moi, je suis preneur. Merci Nathan, le boss. Nathan, on se revoit la semaine prochaine. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine, Nathan. À la semaine prochaine. Merci beaucoup, j'adore ce format vraiment. Je le connais un petit peu, Nathan, et donc du coup, ça me fait encore plus rire quand tu as un peu le contexte des années passées. On va passer au prochain format. On va passer au format Maintenant ou Jamais. On envoie un petit générique et je vous explique ce que c'est. Générique. Dans ce format Maintenant ou Jamais, on va recevoir des entrepreneurs qui vont venir les uns après les autres, parce qu'on en a deux, venir pitcher, parler de leur entreprise. Alors ça peut être soit un projet, parce qu'on a eu des personnes qui se lançaient, ça faisait à peine 4-5 mois qu'ils lançaient leur entreprise, comme des boîtes qui font déjà pas mal de chiffre d'affaires. Je crois que Yacine, typiquement, qu'on va recevoir, a déjà un projet bien avancé. Il va pitcher son entreprise en 1 minute, donc c'est vraiment le classique elevator pitch, face caméra. Après 7 minutes, soit il a une problématique et vous essayez d'y répondre pour l'aider à résoudre cette problématique, soit il n'en a pas et juste on rebondit, on échange, on itère sur son business, son modèle économique, etc. On va recevoir Yacine, le fondateur de Circle Egg. Un tonnerre d'applaudissements pour Yacine. Let's go. Salut Yacine. Hello. La dernière fois que j'ai vu Yacine, c'était chez Forbes, au 30 Under 30. Donc c'est un monsieur. Yacine, est-ce que tu as compris le... Vas-y, viens, mets-toi avec moi. Est-ce que tu as compris le but du jeu? 1 minute de pitch. Elevator pitch. Regardant la caméra. La caméra qui bouge pas. Et puis si tu as une problématique à la fin, tu l'annonces, sinon ok. On se challenge. À toi de jouer. Bonjour à tous. Donc, je suis Yacine Kabech, le CEO et fondateur de Circle Egg. Circle Egg, en fait, on transforme les déchets de l'industrie agroalimentaire d'hier en ingrédients de demain. Et donc là, aujourd'hui, on s'attaque en premier aux coquilles d'œufs de l'industrie agroalimentaire. Et pour ça, en fait, on a développé un procédé qui permet de séparer la coquille externe et la membrane interne, la petite membrane qu'on voit quand on écale un œuf. Et ensuite, on revend ces deux ingrédients en tant que nouvel ingrédient biosourcé, recyclé, décarboné pour d'autres industries. En fait, la coquille externe, c'est du carbonate de calcium. En gros, c'est du calcium qu'on propose pour le marché des matériaux plutôt. Donc, c'est peinture, revêtement de sol, caoutchouc et verre aussi. Et la membrane interne, elle, c'est un peu notre pépite d'or. Elle est riche en collagène, en acide hyaluronique. Et celle-ci, en fait, on la propose plutôt au marché de la cosmétique, du complément alimentaire humain et de la pet food, donc nos animaux de compagnie, parce que c'est bon pour nos articulations et pour la peau. Et aujourd'hui, où est-ce qu'on en est? Donc, on a à peu près 4-5 ans. On a ouvert notre usine là, il y a un peu moins d'1 an, 3000 m² à Rennes. Et pourquoi Rennes? Parce que c'est là-bas qu'il y a toutes les coquilles d'œufs de France. 40 000 tonnes, j'en ai pas parlé, il y a 40 000 tonnes au total en France qui sont aujourd'hui rejetées par les usines d'industrie agroalimentaire. Et donc on a ouvert cette usine, aujourd'hui elle traite 5 tonnes par jour et on passe à 15 tonnes parce qu'on a saturé le site. Wow, bravo Yacine, trop bien.
Bah, déjà le pitch coups humains et vraiment la problématique et le sujet est incroyable. Est-ce que tu as une problématique ou tu veux juste qu'on... Problématique, on a toujours. Après, pour essayer de, je pense, mais après, intéressé aussi d'avoir vos questions pour voir un peu quel type de questions, enfin, qu'est-ce qui vous interroge. Mais voilà, aujourd'hui, on accélère sur la partie vente et pour autant, on est en B2B. Donc, on rentre dans un processus, comment on appelle ça, un pipe commercial qui est assez long. Et comment essayer d'accélérer ce pipe commercial parce que voilà, on a cette volonté d'accélérer aussi la partie vente. Karine, toi qui es sur des grands comptes avec des cycles de vente longs. Ouais. Et ton idéal, toi, c'est de trouver ton modèle économique, si tu vends de la matière première, mais tu arrives à avoir une récurrence, tu arrives à les intéresser, tes clients, à dire il faut un flux régulier et avoir l'assurance que ton flux c'est ça, régulier. Ouais, effectivement, très bonne question. C'est un peu les questions du moment. C'est comment réussir, nos clients, pour citer par exemple le revêtement de sol, ils vont nous prendre 2000, 3000 tonnes et ils s'engagent sur l'année à venir. Mais est-ce qu'il va y avoir de la récurrence? Est-ce qu'on va avoir le fameux ARR ou on n'est pas sur du MRR mais de l'ARR du coup? Et donc là, c'est plutôt la réception du marché B2C. Donc en gros, est-ce qu'ils vont réussir à vendre des revêtements de sol chez Leroy Merlin? Donc c'est un peu flou pour l'instant. Ils essayent de s'engager. Nous, ce qu'on essaye de faire, c'est vraiment essayer de les pousser sur des contrats de 2 à 3 ans, mais eux-mêmes, et je comprends, disent je ne sais pas encore si je peux m'engager sur plus. Et est-ce que tu as imaginé faire de la com sur la coquille d'œuf, l'avenir de demain, dans finalement tout ce que ça peut apporter dans l'industrie et convaincre aussi le consommateur final d'aller plutôt vers des produits comme ça parce que ça raconte une histoire dans le sens aujourd'hui de l'écologie. Ouais, complètement, et bypasser du coup en soi. Et bypasser, être une forme de précurseur dans je commercialise à du B2B, mais en fait je m'intéresse aussi au consommateur pour lui montrer à quoi ça sert. Alors, moi j'adore en tant que du coup CEO, mais je porte particulièrement la partie communication que j'adore vraiment et j'essaye de casser un peu les codes du monde des ingrédientistes. Donc nous, ce qu'on est, donc vendre des ingrédients, aujourd'hui c'est un monde qui est... qui communique d'une certaine manière un peu vieillotte, comme tu pouvais le dire tout à l'heure, comme ça c'est toi qui l'as dit. Et donc nous, on essaie un peu de casser ces codes. Donc je pense que ça pourrait être intéressant effectivement de pousser et se dire, non, je vais apporter de la communication aussi à mes clients. Oui, parce que finalement, tes clients finaux, le B2B, ils sont dépendants de l'envie de ton consommateur final qui est le B2C. Donc si eux on font la demande, forcément, tu auras a priori plus de demandes côté B2B. Complètement, ouais, c'est ça. Laurent, est-ce que vous avez un point ou des... Moi, quand j'ai regardé ton site internet, j'ai compris que c'était que du B2B, mais je rejoins Karine sur le principe, le client final doit savoir ce que c'est. Et quand j'ai regardé le site internet, je me suis dit, attends, ils font de la pet food, du matériau et aussi du produit pour les humains pour améliorer. Je me suis dit, ça fait un peu bizarre de mettre tout ça sur le même site et sous la même enseigne. Ok. Et si le client final, donc moi par exemple, je me dis, attends, ce gars-là, il va me vendre des produits pour améliorer mes articulations, en même temps me vendre de la peinture. Ça me paraissait un peu bizarre et je pensais peut-être qu'il serait intéressant de dissocier un petit peu le site en disant, il y a une partie pour les humains, une partie pour la pet food, une partie pour les matériaux, pour arriver à cibler le client final. Complètement. Dit autrement, ça veut dire vraiment faire des sites différents. Aujourd'hui, nous, les sujets auxquels on a pensé, c'est vraiment sur le branding. On a des noms d'ingrédients qui sont différents pour le pet food, pour le complément alimentaire, même si parfois, je ne devrais pas le dire parce que ce n'est pas les mêmes règles d'hygiène, mais pour autant, ça reste le même ingrédient. C'est la membrane d'œuf. Mais après, je la vends en cosmétique, en complément alimentaire et en pet food, pardon. Mais du coup, on change de branding, mais oui, effectivement, peut-être même séparer totalement nos canaux de... Sur la première page du site, avoir une partie pet food, une partie human et une partie matériaux, par exemple. Et ça pourrait différencier et aiguiller le client final dessus, parce que c'est super intéressant comme produit. Mais quand on tombe en tant que novice là-dedans, qu'on regarde, qu'est-ce qui se passe? C'était un peu... mon expérience. Effectivement, je pense que c'est un très bon point. Tu as un côté évangélisateur aussi, d'éducation de marché. Je pense que c'est un truc qui est précurseur, qui est nouveau, que peu de personnes connaissent. Et je pense qu'il faut que tu arrives à éduquer la grande audience pour justement faire bouger un peu les choses. Est-ce que de votre côté, Marion, Nicolas, vous avez des points? Moi, mis en un, sinon. Là, j'ai une question, mais c'est par pure curiosité, là, pour le coup. C'est comment tu es arrivé à cette idée et à te retrouver avec ta propre industrie de 3500 mètres carrés 3000 pas encore, c'est l'agrandissement après. Ah, pardon, je suis déjà dans le futur. Non, effectivement, c'est une discussion pour être dans le cliché entrepreneurial, mais c'est tout, ça commence toujours comme ça. Moi, c'était quand j'étais étudiant en AgroParisTech, donc une école d'ingénieur en agroalimentaire, où, pour la faire courte, on va dire c'était un projet étudiant que j'ai rencontré un directeur de casserie
En fait, j'avais pas forcément expliqué, mais il y a des usines qui cassent des œufs, leur travail c'est de vendre du jaune d'œuf et du blanc d'œuf à d'autres industries agroalimentaires. Et donc moi, dans le cadre de mes études, j'ai rencontré ce directeur de casserie qui avait son besoin de valoriser les coquilles d'œufs. Et après, ensuite, j'ai fait des stages où je m'ennuyais un peu, donc j'ai essayé de creuser ce sujet-là. Ok, Trop stylé. Nicolas, tu voulais rebondir? Je l'ai juste invité en fait à pitcher le 28 octobre à l'Accor Arena, à cool. notre événement, etc. Il va pitcher. Si jamais tu as envie d'aller prendre la parole, franchement, c'est ouf. Vraiment, je kiffe ce que tu fais. Merci beaucoup, Nicolas. Merci, Yacine, à toi. Merci à tous, on te suit, frérot. C'est adorable ce que tu fais. Enfin, c'est trop adorable, peut-être pas le bon terme. C'est génial ce que tu fais. C'est tout mimi aussi. Merci beaucoup, Yacine. On te suit sur les réseaux. Encore un grand bravo à toi, Yacine. À tous. Ciao, Yacine. Ciao. C'est adorable, ça fait. je suis un ouf, pardon, Yacine. Ça, c'est l'effet poussin. Surtout vraiment. Mais vu que je suis jeune papa, tout est tout cute. mignon. Voilà. On va recevoir notre deuxième entrepreneur. J'espère que je n'ai pas écorché ton prénom, je me suis entraîné plusieurs fois. On va recevoir Sohaib, le fondateur d'Entreview. Un tonnerre d'applaudissements pour Sohaib. Est-ce que tu vas m'engueuler ou pas? Vraiment bien fait là. Vraiment? Ouais, bien joué. Let's go. Tu vas bien? Ouais, super, et toi? Très content de te recevoir sur le plateau. Pareil. Tu as compris le concept. J'ai compris le Une concept. minute. J'ai vu Yacine. Face caméra, t'as vu. pareil, Voilà, tu te mets au milieu, je te laisse Il y a du pitcher niveau. et c'est à toi. Très bien. Donc, moi, je suis fondateur de la startup Entreview. Donc, c'est une startup Deep Tech qui permet de diagnostiquer les batteries pour les usines en fait qui les fabriquent, mais aussi pour les véhicules électriques. Donc voilà, c'est plutôt simple, mais on le fait d'une manière assez unique. En fait, on le fait en se basant sur l'une des grandeurs fondamentales de l'univers. Rien que ça. En fait, on va se baser sur l'entropie. Donc maintenant que j'ai dit le mot, il va falloir que je l'explique. Vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Donc là, vous avez devant vous une bouteille d'eau. Quand vous la regardez, vous avez le volume qui ne change pas, la température, mais vous savez pertinemment en fait qu'à l'intérieur, les molécules d'eau sont en perpétuel mouvement. Donc ça veut dire que pour un même état visible, il y a plusieurs façons pour les atomes de se configurer. Ce nombre de configurations, c'est tout simplement l'entropie. Et en fait, pour les batteries, à la place de parler des molécules d'eau, on va parler des atomes de lithium. Voilà. Et donc on va utiliser cette méthode-là pour pouvoir faire nos diagnostics. Donc ça va permettre par exemple de pouvoir détecter les défauts en sortie d'usine, donc ce qui va éviter que votre véhicule électrique prenne feu spontanément. Et aussi, ça va permettre, si vous allez acheter un véhicule électrique, de pouvoir savoir combien de temps va encore durer. Donc voilà. Trop stylé, bravo. Est-ce que tu as une... Je viens à côté de toi pour pas te laisser seul. Est-ce que tu as une problématique ou pas? Ou des problématiques? Oui, donc là en fait on vient juste de faire une petite levée de fonds et donc on commence à s'agrandir et une des problématiques qu'on voit, c'est un classique je pense, c'est on a de plus en plus de personnes qui nous rejoignent et donc comment faire en sorte qu'elles puissent toutes aller dans la même direction. Vous avez levé combien juste? C'est quoi Là on a levé 1,5 million. Ok, trop bien. Donc, voilà. Tu parles d'humain là, on est d'accord, hein, tu parles d'humain. Et tout ce qui est intéressement, ça a été... On a mis en place les BSPCE, Ok. voilà, mais après, voilà, il y en a qui sont plutôt intéressés, il y en a c'est plus salaire, voilà. Mais c'est vraiment faire en sorte que tout le monde comprenne où est-ce qu'on veut aller parce qu'on a une problématique un peu complexe et des fois, voilà, c'est un peu compliqué pour eux de se positionner, de se dire c'est par là qu'on va, quoi. Ça va passer par de la communication régulière, avec les nouveaux objectifs, des KPI en permanence. Mais pas mal d'événements, vous êtes combien aujourd'hui? Là, aujourd'hui, on est une douzaine. Une douzaine? Une douzaine avec quelques événements un petit peu pour rassembler les gens, essayer de bien leur expliquer dans quel sens on va. Et je pense que ça, c'est en répétant chaque jour, chaque semaine. Pas mal de répétitions. Là, ça va passer par de la répétition. Hein, et après, les intéressements dans l'entreprise, ça, c'est la base, hein, si on veut emmener tout le monde. D'accord. La culture, je pense que c'est clé aussi. Ce qui t'a animé pour monter cette boîte. Tout à l'heure, je t'entendais, tu es scientifique, donc c'est créer autour de toi, de trouver les personnes autour de toi qui vont comprendre le sens de ce projet. Et je pense que la culture d'une boîte, que ce soit industrie ou pas, c'est clé pour embarquer les gens et les maintenir dans un cap et leur donner l'envie d'avoir ce rassemblement collectif pour faire quelque chose ensemble. Enfin, je pense que c'est une des clés, la culture. Ouais. Clairement. Marion, Nicolas, est-ce que vous avez... Je suis complètement aligné avec ce que dit Karine, c'est rentrer dans l'aventure en fait. Il faut... Et en plus, tu en parles très très bien en fait, si tu veux, c'est que on a envie de venir vers toi en fait. Vraiment. Alors, tu es déjà vraiment dans une vraie thématique et on a envie de venir vers toi, vraiment. D'accord. Marion, est-ce que tu as en plus qui est experte en com? Ouais, moi j'ajouterais sur ce côté transparence. Avec tes équipes, vous êtes une petite équipe, et pour avoir travaillé en start-up industrielle, ce qui faisait la clé, c'était vraiment ce côté être au courant. Alors bien sûr, on ne parle pas des gros problèmes, mais être transparent avec ses équipes, je trouve que c'est le meilleur moyen de fédérer et d'embarquer tout le monde.
Parfait. Ouais, mettre en avant peut-être la vision plus que le produit en tant que tel, c'est ce que ça permet derrière. Je pense que c'est ça, et on y revient sur la culture qui embarque les équipes. Ouais, c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui nous rejoignent qui sont vraiment dans tout ce qui est durable en fait. Ouais. Donc ils sont vraiment intéressés parce que nous on peut réutiliser aussi les batteries, on les diagnostique pour les réutiliser aussi, donc leur donner une seconde vie. Et donc ça attire quand même pas mal aussi de personnes. Après voilà, après faut les pousser dans le même endroit, quoi. Toujours, ça c'est le taf de l'entrepreneur. Ok, bah écoute, mille merci. Où est-ce qu'on peut te retrouver? On peut me retrouver à Paris, à Station F. Ok. Et sur les réseaux, LinkedIn. Sur les réseaux, sur LinkedIn. Si t'as pas le réflexe de LinkedIn déjà, c'est pas normal. Il y a quelqu'un qui s'occupe de la com dans la boîte et puis c'est plutôt elle qui gère ça, quoi. Mais sur LinkedIn, on est bien présent. Ça a roulé. Bah écoute, mille merci, tout le meilleur pour toi et puis on se retrouve très vite. Merci beaucoup. Salut. On va passer au prochain format. On va passer au format coup de pouce. Je vous explique dans quelques secondes. Générique. Dans ce prochain format, le format coup de pouce, on va recevoir un entrepreneur qui va nous partager de la valeur sur un sujet bien précis. Et aujourd'hui, ça va forcément vous parler, parce qu'on va parler du secteur du recrutement et notamment dans le milieu des industriels et aussi de l'artisanat, puisque la personne qu'on reçoit aujourd'hui, mon meilleur ami, Laurent Boukobza, c'est le fondateur de l'atelier 2311 qui fait la réparation de maroquinerie de luxe, de la rénovation et de la seconde main. Qui de mieux que lui pour pouvoir parler de cette thématique? Messieurs, dames, un tonnerre d'applaudissements pour Laurent. Beaucoup trop de Laurent ici. Bonjour monsieur, comment allez-vous? C'est mon ami. Ça va être un Lolo. Ouais. Tu peux regarder Bonjour à tous. la caméra, face caméra, qui ne bouge pas, pardon. Et puis écoute, c'est à toi de jouer. Allez. Alors, pour vous donner un peu de contexte, aujourd'hui, Bottega Veneta a lancé son académie de formation, tout simplement pour préserver les savoir-faire ancestraux de la maison. C'est-à-dire qu'un maroquinier expérimenté devra former, accompagner sous forme de tutorat la nouvelle génération d'artisans. Ils ne sont pas les seuls, on retrouve Hermès, Chanel, qui ont mis en place des stratégies de recrutement un peu similaires. Donc ça montre un contexte qui est un petit peu tendu dans ce recrutement, et nous on va parler aujourd'hui quels sont les meilleurs moyens pour fédérer et recruter les meilleurs talents. Donc la première chose, il faut créer un environnement de travail qui soit inspirant et créatif, parce qu'aujourd'hui on est dans l'artisanat, c'est un métier de passion et d'excellence. Il faut également intégrer l'innovation, elle n'est pas assez présente aujourd'hui dans les nouveaux ateliers. Il faut bien communiquer sur les valeurs d'entreprise, qu'elles soient environnementales, éthiques, notamment pour les nouvelles générations, Y, Z. Il faut montrer en fait que dans l'artisanat, il y a également des sujets qui donnent du sens, qui sont durables et qui sont créatifs. Le troisième point, évidemment, utiliser le digital, que ce soit sur des plateformes spécialisées ou encore sur les réseaux sociaux. Mettre en exergue un petit peu les savoir-faire de l'atelier, des artisans, ça permet d'humaniser le métier. Et enfin, pourquoi pas promouvoir une culture d'entreprise qui soit collaborative, qui mette en avant l'excellence des savoir-faire. Aujourd'hui, les jeunes talents ont besoin de se projeter dans des sujets où ils vont pouvoir se former, exceller et ainsi de suite, toujours sous forme de tutorat et sous forme d'incubateur. Un gros tonnerre d'applaudissements pour Laurent. Merci beaucoup à toi. Ciao mon Lolo. On va passer au dernier format, j'espère que vous êtes chaud. On va passer au dernier format, le format Fair Play. J'envoie un petit générique et je vous explique ce qui se passe. Générique. Pour ce dernier format, le format Fair Play, c'est en fait un débat. On va vraiment débattre. Donc là, vous avez de quoi échanger vos points de vue. On va essayer de discuter de la thématique du jour qui est assez large, assez macro. C'est comment, selon vous, on peut dépoussiérer l'image de l'industrie. Vaste question, Marion. Je suis preneur d'avoir ton point de vue. Alors, je te lance la balle directe. Ouais. Je pense qu'on va pouvoir rebondir, mais bon, en expert de médias, je pense que tu vas pouvoir nous en parler. Comment on dépoussière? Alors déjà, on en parle, il faut en parler, et c'est un peu la mission qu'on s'est donnée aussi avec le média Les Meufs de l'Industrie, c'est donner la parole aux personnes qui sont les mieux placées pour parler de leur métier, leur domaine, et l'expliquer, le montrer aussi, parce qu'on a souvent cette image de l'industrie, c'est sale, c'est répétitif, il y a beaucoup de bruit. On a les points négatifs, souvent, ils viennent assez facilement dans la tête du collectif, et particulièrement chez les jeunes, en plus, quand ils doivent faire leur orientation, ils n'ont pas ce truc de « Ok, on va essayer d'aller voir dans l'industrie », c'est tout de suite une porte qui est fermée. Donc nous, notre mission, c'est vraiment de montrer l'intérieur des usines et de faire parler les gens qui sont passionnés par leur métier, parce que c'est un constat qui est systématique. Les personnes qui travaillent dans l'industrie aiment leur métier. Ouais. Clairement, et ça, il faut le mettre en avant, il faut davantage communiquer. Et tu disais, ça qu'il y a un réflexe aussi où il y a une espèce d'inconscient qui s'est installé en se disant les industries, c'est que des hommes, ça pollue. Et donc, il y a une espèce pas de stéréotype, mais de cliché, de préjugé qui est fait sur ce secteur. Nicolas, tu voulais rebondir? Et moi, je rebondis, en fait, si tu veux. À la base, j'ai eu une grosse expérience dans l'aéronautique. Okay. Et c'est ce que j'ai eu l'occasion en fait, de découvrir. En fait, si tu veux, je venais des ressources humaines et on appelle ça du change management. Et en fait, j'avais mis en place,
je faisais partie d'une équipe qui mettait en place, si tu veux, on allait faire comprendre, en fait, si tu veux, à ce qu'on appelle les blue collars, qui en fait, si tu veux, qui étaient en fait des gens qui n'avaient pas accès à l'ordinateur, etc. Et en fait, si je rebondis sur l'industrie, ben justement, c'était de les amener, de les accompagner et de dépoussiérer en fait ce qu'ils faisaient tous les jours, travailler à la chaîne, etc. Pour le moderniser. Ok. Au niveau de la communication et de l'éducation des équipes pour justement… Et de leur faire comprendre et de minimiser l'impact en fait. Ok. Et vous de votre côté, Laurent, Karine? Montrer que l'industrie, elle est partout. Parce que là, ça c'est de l'industrie, ça c'est de l'industrie, ça c'est de l'industrie. Ouais. En fait, c'est aussi le mot industrie fait peur parce qu'on a ce cliché de c'est sale, c'est bruyant et c'est pas pour moi. Et en fait, il y a beaucoup de choses aujourd'hui qui sont produites par l'industrie. Voilà, ce mug, ce pot de fleurs, enfin beaucoup de choses. Et je pense que de partir vers les jeunes et de leur dire même le steak haché que tu as dans ton assiette, c'est de l'industrie. Ouais. Agroalimentaire, mais c'est de l'industrie. Voilà, il n'est pas venu comme ça spontanément dans ton assiette. Donc je pense qu'il y avait vraiment une culture à montrer ces métiers, à les rendre sexy, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais de montrer leur utilité, le sens de ces métiers et de dire voilà, tout est nécessaire. Et il faut qu'on agisse. C'est ça, ça a un vrai impact sur notre quotidien. Et tu as une assiette devant toi quand tu manges dans ta cantine ou au self, il y a un industriel qui a produit une assiette en fait. Et en ce moment, il y a une grosse campagne sur Arc, sur les verres. Et tu te dis, il y a un moment, il faut comprendre que cette industrie, elle est belle, elle est intéressante. Effectivement, les gens qui travaillent en industrie aiment leur métier. Et puis, tu produis quelque chose qui te permet d'avoir une logique, soit dans la vie des gens, soit dans un métier en particulier, soit dans une chaîne. Ouais. Et ça, c'est de valeur qui est super intéressante. Et la problématique, elle est quand même aussi liée au fait de pouvoir recruter des nouveaux talents, des plus jeunes talents, parce que je pense que des personnes plus âgées ont peut-être un petit peu plus d'éducation sur ce sujet et ont une vision de l'industrie qui n'est pas celle des plus jeunes, qui encore une fois sont plutôt attirés, Laurent le disait, par l'IA, par l'innovation, par la créativité, par ce qui est visible sur les réseaux sociaux. Rares sont les boîtes comme toi Laurent, qui prenaient la parole en tant qu'industriel pour avoir une communication qui est un petit peu plus différenciante et décalée. Ouais. Comment est-ce qu'on arrive à parler à ces jeunes de manière plus macro? Déjà, ce qu'il faudrait, c'est que toutes les entreprises communiquent sur ce qu'elles font, comment elles évoluent. Par exemple, on parle de l'IA. Moi, dans la menuiserie, l'IA va arriver demain. Un jour, les plans, on pourra dessiner sur un bout de papier et sortir un plan pratiquement en automatique grâce à l'IA. Donc, c'est des choses qui vont beaucoup évoluer. Donc, déjà, premièrement, la communication et aussi, je dirais, la communication un peu plus nationale avec des grandes chaînes de télé. Il existe plein de choses sur la cuisine. Est-ce qu'il existe quelque chose sur l'industrie? Moi, je rêve d'avoir un jour un cauchemar en atelier, tu vois, par exemple. Ça serait génial. On va discuter, Laurent. C'est trop stylé. Non, mais en fait, on a réussi à ramener quand même quelques personnes dans la cuisine, des gens qui se reforment, qui font des changements de carrière. Pourquoi on ne peut pas le faire dans l'industrie? Ou les JO de l'industrie. Ou les JO de l'industrie, mais il y aurait plein d'idées à faire. Un groupe de... Mais essayer de faire communiquer l'industrie et en les aidant. Donc c'est un peu ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. Mais il faudrait que ça soit quelque chose peut-être sur les chaînes nationales où on sorte des émissions qui attirent le grand public. Après, on pourra arriver à faire plein de choses à l'intérieur en faisant visiter les CFA. Mais aujourd'hui, à chaque fois que je mets un reportage sur l'industrie, je me retrouve dans une usine avec un gars qui a un casque sur les oreilles et qui promène un chariot. C'est pas ça l'industrie, on ne parle pas à un ordinateur toute la journée, c'est des entreprises. Voilà. C'est clair. Et puis après, il y a l'enjeu des entreprises à prendre la parole, il y a des médias qui se créent, je pense que ça c'est très bien. C'est des points qui sont isolés, c'est le cumulé qui fera que ça prendra vraiment de l'ampleur. Potentiellement de manière plus macro, c'est effectivement l'État, alors c'est le grand mot pour dire au sens large, tu vois, sur les grosses enseignes, sur les grosses audiences, que ça permettrait de pouvoir faire évoluer les mœurs un peu. Comment vous imaginez aussi, alors je pense que c'est un peu en lien avec la communication, mais réussir à mettre fin en fait à ces idées un peu préconçues encore une fois de l'industrie. Comment est-ce qu'on pourrait faire indépendamment de la communication? Ouvrir nos portes aussi. Faire venir les gens. Quand on recrute, de travailler sur des modes de recrutement complètement différents. Sans CV, ouvrir les portes, faire venir les gens, viens voir que en fait, tout va bien, tu es dans un environnement agréable, lumineux, enfin qui n'a rien à voir avec l'image d'Épinal que l'on décrit quand on met industrie, travail. Voilà, on n'est plus au fond de la mine à pousser des wagonnets. Oui, c'est clair. Voilà, donc il y a quand même autre chose, et ça, je pense, et le montrer que c'est tech aussi, montrer qu'il y a plein de métiers, et qu'aujourd'hui, sincèrement, l'opérateur en industrie n'a plus rien à voir
avec celui qu'on a connu. Non, puis je pense qu'en fait, Laurent et Karine en sont le parfait exemple. En fait, sur des métiers où vraiment, je suis vraiment admiratif. J'ai un petit peu scruté son profil, etc. Non, tu sais, et vraiment, en fait, je suis vraiment admiratif de vos métiers où, en fait, vous avez le courage aujourd'hui, vous avez des boîtes qui tournaient bien, mais aujourd'hui, vous vous digitalisez, vous vous mettez dans la com, etc. Je trouve ça super courageux. C'est clair. Et puis après, par exemple, il faudrait voir à quel point il y a des personnes qui, notamment, donc je suis assez preneur, Marion, d'avoir ton point de vue. Est-ce que tu vois qu'il y a un changement, il y a du mouvement, et est-ce que tu te rends compte qu'il y a de plus en plus de femmes qui commencent à prendre la parole, qui a cette volonté et cette envie, parce que je pense que c'est les bons signaux, les bons indicateurs qui montrent qu'il y a une envie de faire évoluer les choses? Ah oui, l'envie, elle est clairement là, des gens qui sont là dans l'industrie depuis des dizaines, voire une vingtaine d'années, qui prennent la parole. Mais là où, pour que ça parle aux jeunes, il faut que ce soit, oui, des gens d'une quarantaine, cinquantaine d'années, mais aussi les jeunes qui sont déjà dans l'industrie, des alternants. Nous, on va essayer d'aller chercher ces profils-là pour, voilà, entre guillemets, de jeunes qui parlent aux jeunes. Parce que forcément, il y a ce côté, on a le même langage, on sait ce qu'on attend aussi, ce côté, tu disais, génération Y, Z, qui n'a plus les mêmes attentes. On n'est plus dans cette carrière de je veux faire toute ma carrière dans la même boîte, ou alors si, mais il faut que je teste plusieurs métiers, que je puisse évoluer, et l'industrie le permet. C'est-à-dire qu'on peut commencer en étant technicien, et puis au gré de formation, terminer, alors peut-être pas ingénieur, j'en sais rien, je ne connais pas toutes les passerelles, mais dans un sens, rien n'est vraiment impossible sur l'industrie, et à chaque parcours, à chaque personne que je rencontre, donc des femmes en règle générale, elles ont commencé à un point A, et le point B où elles sont aujourd'hui, elles n'auraient jamais pensé y arriver en fait. Il faut les pousser aussi, une fois qu'on est dans les entreprises. C'est clair. Est-ce qu'à l'école, il n'y a pas aussi un enjeu de se dire, voilà, on va mettre en avant un petit peu plus ce savoir-faire à la main, donc lié à l'artisanat. Enfin, il y a sûrement un enjeu qui se fait au tout démarrage. Comme tu l'as parfaitement dit, la Gen Z, la Gen Y est réceptive. Il y a une forme de message qui est un peu différente d'autres générations. Merci beaucoup, absolument. Et typiquement, je vois, j'ai plus le nom de la grande enseigne qui commence à communiquer sur TikTok, sur Insta et qui fait vraiment des trends alors qu'on parle vraiment d'un supermarché, donc qui pourrait être le truc qui n'est pas forcément des plus sexy, mais qui ont réussi à capter la tendance, à capter les trends pour pouvoir réussir à s'adresser aux jeunes. Et j'ai entendu qu'il y avait plus de 22 ou 25% de taux de candidature parce que justement, il y avait un message qui s'adressait mieux aux jeunes. Mais ça, c'est hyper important. Hein. Aujourd'hui, pour s'adresser aux jeunes, il faut qu'on passe par tout ce qui est réseaux sociaux. Donc, quand je vois des entreprises qui sont de belles structures qui n'ont même pas un compte LinkedIn pour certaines, c'est pas possible. On ne s'adressera pas aux jeunes en passant par des annonces dans le journal. Ça ne marchera plus, ça. Aujourd'hui, les jeunes, ce qu'ils veulent, c'est voir, déjà, avant de postuler, ils vont aller regarder et tout vérifier. S'il n'y a rien sur les comptes, je pense qu'il y en a la plupart qui ne postulent pas, parce que ça ne rentre pas dans leur système. Et de toute façon, la communication, pour moi, aujourd'hui, reste le début de tout ce qu'il y a à faire. Après, quand on aura fait la communication, il y aura d'autres choses. C'est ça, commençons par là. Quels sont les autres enjeux, selon vous, de l'industrie? C'est quoi les grands enjeux à venir? La formation. Oui, la formation, j'allais dire. La formation, puis réconcilier ce monde-là avec la formation. Ouais. Tu sais, on a fait une expérience, nous, on a accueilli des profs de lycée. De l'éducation nationale, juste parce qu'il y avait eu une opération à un moment et on m'avait demandé si j'étais OK pour accueillir des profs. Je me suis rendu compte, mon Dieu, le fossé qu'il y a entre la vie de prof et la vie d'industriel. Et en se disant, sauf que celui que le futur étudiant ou le futur apprenti connaît tous les jours, c'est le prof. Mais si le prof, déjà, lui, n'a aucune vision de ce qu'est le monde de l'entreprise, pire, et je ne te parle même pas d'industrie, alors tu as déjà le monde de l'entreprise, puis après, tu as le monde de l'industrie. Et tu te rends compte qu'au final, c'est vraiment une question de culture, encore une fois, et de se rencontrer entre mondes différents, et pour autant, on vit dans le même. Donc, c'est clair. Je pense qu'il y a ça. Et surtout démontrer aussi que la place de l'industrie aujourd'hui dans le défi écologique et climatique que l'on a un rôle majeur. On sauvera peut-être, alors ça va être très cliché, mais on sauvera peut-être la planète par l'industrie. Et si jamais on prend conscience de ça, oui, il va y avoir un réveil. En fait, moi, j'y crois beaucoup. Alors, je suis une optimiste chevronnée. La tech sauvera la planète. Mais c'est une réalité. En fait, on est vraiment dans ce défi-là. Et là, pour le coup, les générations... Qu'est-ce qu'il y a après Z pour ma culture? Alpha, je crois. Ah, d'accord, super. On passe au grec. Très bien. C'est stylé, je crois. C'est la plus...
Génération Alpha. Ouais. Ça se voit que je suis vieille, mais c'est pas grave. Mais tu vois, c'est de se dire, voilà, comment on va les intéresser? Mais tu as un défi monstrueux qui est déjà de combattre le réchauffement climatique. Et ça, c'est un défi industriel. C'est clair. On avait fait une émission qui était dédiée au fait d'entreprendre à tout âge et on se disait que les jeunes générations ne cherchent plus qu'un emploi, un CDI et faire 40 ans dans une boîte, mais vraiment d'aller dans des boîtes qui ont vraiment du sens. Et je pense que l'environnement et l'industrie, il y a une espèce de rupture. On ne pense pas du tout que c'est des choses qui sont en lien, alors que finalement… Elles sont extrêmement mariées. C'est totalement marié. Ah ouais, totalement mariées. Clairement. Les amis, on arrive sur cette fin d'épisode. Fin d'émission, j'ai été très content d'être avec vous aujourd'hui. On s'arrête sur des touches positives, oui. Il y avait beaucoup de choses à dire encore. Là. Je le savais que Laurent allait… Non mais déjà, on va parler un petit peu là, de ton concept vidéo qui est là. Les Olympiades de l'industrie. Ouais, on va faire des trucs. On se retrouve pour un prochain épisode, mais avant ça, on va terminer avec une petite note musicale, puisque avec BPI France, on voulait mettre en avant des entrepreneurs, comme on l'a pu le voir, mais aussi des artistes qui sont en devenir. D'ailleurs, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Si jamais vous voulez aussi venir partager votre projet, votre entreprise, mettez-le nous en commentaire. On sélectionne régulièrement des nouveaux talents et des nouveaux profils. Donc, vous serez avec nous autour de cette table. On va terminer cette petite émission avec cette touche musicale. Je vous remercie encore 1000 fois d'être venu avec moi, avec nous, avec toutes les personnes de Flair sur cette émission. Et puis on se dit à très vite pour un prochain épisode. Et je pense qu'on peut s'applaudir pour cette fin d'épisode. Ouais. Encore un grand merci et à très vite. Salut. Ça va aller si je lui dis, ça va aller, je me le promets. Je pense tous les jours à lui, à son corps, à des draps défaits. Plus de secrets qui nous enlacent ou qui nous cassent. Et j'ai peur de te dire ces mots. Je ne vois plus en toi l'ami, et c'est ton amour qu'il me faut. Si tout était si simple, je me battrais pour toi et moi. Si tout était si simple, tu serais mon plus beau combat. Si tout était si simple, si tout était plus simple. I can see it in your eyes, and there's no way we could disguise. Some people call it chemistry. I thought you'd find a friend in me. Silent secret between us can break us. And please tell me how you feel. Je te dirai qu'on sera amis. Je ne te ferai jamais défaut. Oh, si tout était si simple. Don't worry, I'm not judging you. Si tout était si simple. Don't worry, I'll be there for you. Si tout était si simple. Si tout était plus simple. Plus de secrets qui nous enlacent ou qui nous cassent. Et j'ai peur de te dire ces mots. Silent secret between us can break us. And please tell me how you feel. Everything will be fine. Everything will be fine. Everything will be fine. Everything will be fine. Merci beaucoup. Ouais, c'est nickel pour moi.